Bonjour à tout le monde. Je pense que j'aurai jamais une meilleure introduction à la présentation de ma recherche que celle-là, dans le sens qu'elle est très complémentaire. Vous allez voir qu'on a utilisé des approches différentes, mais ma recherche se situe au niveau de l'enseignement secondaire. Il y a beaucoup d'éléments de la problématique qui ne sont pas dits dans ma problématique, mais qui ont mené à ce projet de recherche-là. Si je fais juste un petit préambule avant de vous parler de ma recherche, je suis donc un enseignant de sciences au secondaire. Et donc, maintenant, je suis plus niché en didactique des sciences. J'ai fait ma maîtrise aussi en éducation relative à l'environnement. Puis, on parlait des problématiques de l'institutionnalisation de l'ARE. Et c'est une grosse difficulté qu'on a quand on est au secondaire de parler d'enjeux environnementaux, parce que même si c'est prescrit dans les programmes de secondaire 4, les enseignants sont souvent mal à l'aise, les enseignants de sciences, de parler d'environnement, parce que la science a la perception d'être beaucoup plus objective, tandis que quand on parle d'environnement, bien là, on est plus dans des débats de société qui sont perçus comme étant plus subjectifs. Évidemment, dans la vraie vie, on ne peut pas s'en dissocier, mais il y a souvent, je pense aussi, derrière tout ça, un malaise chez les enseignants de sciences qui n'ont pas nécessairement été formés à l'enseignement de l'éducation relative à l'environnement et qui ne connaissent pas comment faire. Puis bon, on parlait des pratiques pédagogiques différentes, ça demande aussi tout ça. Donc, dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressé à l'enseignement des sciences. C'est vraiment ancré dans l'éducation scientifique, mais je suis un peu un agent double, je dirais, qui est toujours derrière évidemment ma façade de l'enseignement des sciences dehors en éducation relative à l'environnement, dans le sens que je me suis dit, comment est-ce que dans ce cas-là, on peut faire de l'éducation relative à l'environnement aux enseignants de sciences, à tous les enseignants de sciences, sans leur dire. Juste qu'ils le fassent, puis qu'ils s'en rendent pas compte. Puis peut-être dans quelques années, on leur dira que finalement, c'était l'éducation relative à l'environnement qu'ils faisaient, mais au moins leur faire un premier pas sans qu'il y ait toute la réflexion plus politique, plus subjective, dont ils se sentent pris parfois. Donc, la recherche qui a été présentée, que j'ai faite, donc, porte sur l'enseignement secondaire. Je n'ai pas autant de visuels et il y a quelques photos que j'ai pu avoir, mais pour des raisons de confidentialité, d'éthique, évidemment, je n'ai pas eu accès à tout. Ce sera pas long, ça ne clique pas parce que c'est pas là encore. Donc, je vais vous présenter la problématique dans un premier temps de ma recherche qui est ancrée dans, comme je vous disais, le champ de la didactique des sciences, et cette recherche-là a été abordée sous l'angle de l'intérêt des élèves pour les sciences. Donc, pourquoi le problème de l'intérêt? Bien, il y a beaucoup de recherches en ce moment, il y a un gros courant de recherche en didactique des sciences qui s'intéresse à l'intérêt des élèves. Pourquoi? Bien, d'abord et avant tout, parce qu'il y a de plus en plus d'indicateurs qui disent qui semblent démontrer qu'il y a une corrélation entre l'intérêt et les apprentissages. Donc, plus les élèves sont intéressés, plus ils seraient susceptibles d'apprendre en sciences ou dans d'autres disciplines. Évidemment, il ne suffit pas d'être intéressé pour apprendre. Il faut être intéressé, mais dans une situation qui vise l'apprentissage. Mais il semble y avoir une relation entre ces indicateurs-là et l'apprentissage. Ensuite, il y a une grosse problématique qui est assez majeure un peu partout dans le monde, c'est que malheureusement, quand on regarde l'intérêt des élèves pour les sciences, du primaire jusqu'en secondaire 5, bien, les élèves, le niveau d'intérêt diminue d'année en année. Et ce passage-là est assez marqué du passage du primaire au secondaire. Et un autre élément qui est un peu déprimant quand on regarde l'intérêt des élèves, bien, on se rend compte que l'intérêt des élèves envers les sciences est plus élevé quand ils ne sont pas à l'école. Donc, quand on parle des sciences en dehors de tout ce qui est de l'école, les élèves sont plus intéressés que les sciences qui se font à l'école. Donc, probablement qu'en ce moment, l'école n'en fait pas assez pour favoriser l'intérêt à l'égard des élèves. Et c'est l'angle principal de la problématique. Ensuite, quand on regarde qu'est-ce qui peut favoriser l'intérêt des élèves, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser l'intérêt des élèves, dont la contextualisation des apprentissages. Donc, la contextualisation des apprentissages, il y a eu plusieurs recherches qui montraient que oui, ça peut favoriser l'intérêt des élèves. Par contre, quand on parle de contextualisation des apprentissages, de mon point de vue, je mets tout de suite un bémol. On confond beaucoup, je trouve, actuellement la contextualisation des apprentissages avec donner une mise en situation aux élèves. Donc, oui, donner une mise en situation aux élèves, c'est un début de contextualisation, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, contextualiser les apprentissages, c'est être aussi en contact avec les apprentissages, comme dans le cas de ce que tes étudiants ont fait, ils étaient en contact direct avec les objets d'apprentissage. Donc,
Souvent, c'est pour ça que je pense qu'il y a une confusion. Dans le programme, on demande de s'inspirer de la vie quotidienne, mais si on reste en classe pour s'inspirer de la vie quotidienne, oui, on donne des idées aux élèves, mais on n'est pas encore là, en train de faire du transfert des apprentissages qui est très évident. Et donc, on évacue beaucoup à l'école le vrai environnement des élèves. On reste souvent dans le cadre scolaire. Donc, je pense qu'en ce moment, les enseignants pensent qu'ils font de la contextualisation des apprentissages. Pour moi, il y a un bon premier pas, mais on n'est pas encore dans de la contextualisation des apprentissages qui est très forte. Et donc, à mon avis, un des moyens pour contextualiser les sciences, et pas juste à mon avis, là, un bon moyen, donc c'est d'apprendre les sciences également, pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur. Pourquoi? Parce que là, ça nous permet vraiment d'avoir des apprentissages qui sont dans un contexte qui est très authentique. Quand on est à l'extérieur aussi, quand on contextualise, pardon, ça a le potentiel de générer l'intérêt des élèves. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on apprend dehors, en contact, on apprend peut-être pas plus, mais les apprentissages semblent être plus durables, plus pérennes dans le temps. Donc, parfois, oui, on peut voir beaucoup de matière en classe, on en voit peut-être moins à l'extérieur, sauf que ce qui va rester au bout de quelques mois va souvent être plus durable que ce qui va se faire en classe. Donc, évidemment, l'école devrait contextualiser probablement plus souvent les sciences dans le milieu de l'élève, surtout pour qu'il y ait des apprentissages qui soient plus pérennes. Il y a plusieurs obstacles, on a commencé à en parler, puis au niveau secondaire, il y a beaucoup de recherches qui s'est fait sur l'enseignement à l'extérieur, pas nécessairement des sciences, mais les recherches vont surtout relever les obstacles. Donc, pourquoi qu'on ne fait pas d'enseignement à l'extérieur? Quand on en parle, en sciences plus spécifiquement, on a les laboratoires, donc déjà, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui ont un local autre que la classe, donc déjà en sciences, on est porté à aller vers les laboratoires, donc on pense peut-être moins spontanément aussi à aller à l'extérieur. On a aussi le niveau d'expertise, la formation des enseignants. Souvent, les enseignants ne se sentent pas outillés. C'est bien documenté qu'on va enseigner souvent comme on s'est fait enseigner. Sinon, on est en train d'innover. Donc, si on n'a pas appris à l'extérieur, c'est difficile d'imaginer comment nous, on va le faire. Les programmes d'études et les évaluations nationales aussi sont un train à haute vitesse qui draine les enseignants. Donc, les enseignants qui ont des évaluations à la fin de l'année, vont enseigner de façon qu'ils pensent la plus efficace pour que les élèves performent. Ce sont les indicateurs qu'on utilise. Donc, ce qui est important, c'est que les gestionnaires aient des bons indicateurs. Donc, on enseigne de façon la plus efficace, puis on ne pense pas nécessairement à ça. Le temps dédié aux sciences aussi, au secondaire, est une problématique qui est un peu différente de celle du cégep ou du primaire. Au primaire, les enseignants peuvent plus facilement aménager leur horaire. Au cégep, on a des périodes plus longues, mais au secondaire, on a souvent des 50, 60, 75 minutes, donc ce n'est pas nécessairement évident. Il y a des enjeux, évidemment, de gestion de classe qui sont bien présentes au secondaire, les ressources financières qui sont citées, la perception du potentiel éducatif, les enseignants ne voient pas toujours qu'est-ce qu'ils pourraient faire, et les conditions météorologiques, évidemment, tout particulièrement au Québec. On n'est pas dans un climat qui est stable, donc il y a une grande incertitude à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire qu'on sait bien pourquoi les enseignants ne sortent pas, mais on ne sait pas beaucoup comment est-ce que les enseignants pourraient sortir et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Donc, il y a peu de recherches qui étudient les choix pédagogiques qui pourraient favoriser l'intérêt pendant les cours. En général, on semble aussi se rendre compte que l'intérêt à l'égard des sciences diminue du primaire vers le secondaire. Et on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne pendant des cours de sciences qui sont dehors. Donc, ça explique beaucoup pourquoi les enseignants ne sortent pas. Donc, la question de recherche qui a été posée, c'est quels sont les facteurs qui influencent le plus l'intérêt des élèves du premier cycle du secondaire lors des périodes d'enseignement des sciences qui se déroulent dehors à proximité de l'école. Donc, ces langues qu'on a utilisées, on aurait pu en utiliser plusieurs, mais ces langues qui étaient utilisées notamment pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut le faire pour enseigner dehors dans le contexte de l'école, dans un contexte aussi qui est facilement accessible au secondaire pour les enseignants, parce que c'est une grosse problématique. C'est très chouette d'aller chez Guêpes, d'aller dans des parcs nature, d'aller visiter des musées, mais malheureusement, les enseignants, surtout au secondaire, ça ne fait pas partie des possibilités. On peut le faire peut-être une fois, 2 fois dans l'année, mais dans le contexte quotidien, c'est pas que c'est pas pertinent, mais c'est juste que c'est pas accessible aux enseignants. Ensuite, par cette recherche-là, on a voulu avoir un effet mobilisateur, là, parce que c'est un peu déprimant quand on lit tout ce qui se fait en ce moment dans ce champ-là. Et puis, on voulait avoir quelques décisions pédagogiques plus claires. Évidemment, améliorer la formation initiale pour outiller les enseignants. Et
pour les participants, vous allez voir, il y a eu beaucoup de participants quand même à la recherche. On s'est mis en marche vers des réflexions plus didactiques. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur le cadre théorique pour vous donner une base, pas parce que ce n'est pas important ou intéressant évidemment, mais juste pour vous donner l'essentiel pour comprendre ce qui a été fait. Si on regarde un peu, quand on parle de l'éducation scientifique à l'extérieur, proche de l'école, quels sont des concepts qu'on pourrait utiliser, bien, c'est encore un champ qui est un peu difficile à cerner parce que je vous ai mis juste une série d'expressions qu'on peut voir dans les titres des recherches. Il n'y a pas encore d'expression qui est très fédératrice sur qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. On peut avoir autant socially relevant context, outdoor learning, local open spaces. Il y a beaucoup de terminologie, de vocabulaire qui est utilisé. Donc, ce n'est pas évident de cerner. C'est un champ qui est quand même encore assez en émergence. Et au final, bien, on a eu plusieurs champs qui, finalement, les trois principaux champs qui contribuent à cette recherche-là, c'est beaucoup le champ de l'éducation scientifique, comme cette recherche-là qui est quand même assez ciblée dans le contexte plus formel d'enseignement des sciences. Le champ de l'éducation en plein air, qui serait peut-être plus spontanément le champ de recherche vers lequel on voudrait aller, est intéressant, mais on est souvent dans des milieux qui sont non formels, dans le champ de l'éducation en plein air, outdoor learning, on est beaucoup dans le développement personnel, dans l'activité physique, etc. Donc, on n'est pas dans le très... c'est pas très pratique pour les gens qui veulent s'intéresser aux résultats de recherche dans le contexte scolaire. Et au niveau de l'éducation relative à l'environnement, bien évidemment, il y a une diversité de stratégies pédagogiques desquelles les enseignants peuvent s'inspirer quand on est en train d'enseigner les sciences dehors. Dans le contexte de cette recherche-là, pour vous définir brièvement, donc qu'est-ce qu'on a entendu par une sortie? Donc, les enseignants, on leur a demandé de faire des sorties, je vais vous l'expliquer plus tard, mais évidemment, il fallait qu'à l'extérieur de l'école, on leur a demandé, donc pour nous, l'outdoor learning, c'était pas dans un contexte qui était extraordinaire pour eux, ça devait être dans un contexte où il n'y avait pas de transport nécessaire. Ils devaient aussi utiliser l'environnement comme ressource. Donc, ce n'était pas juste d'aller dehors pour aller dehors, mais il fallait se servir de l'environnement pour enseigner. Et on devait concourir à atteindre les objectifs d'apprentissage du programme d'études. Maintenant, un autre concept qui est vraiment important, c'est celui de l'intérêt. Je vais y aller aussi là, assez succinctement, mais quand on parle de l'intérêt, c'est quoi? Bien, l'intérêt, c'est toujours une relation qu'une personne va avoir envers un objet d'apprentissage. Donc, quand on parle d'intérêt, ici, bien, il faut toujours préciser un intérêt envers quoi. Donc, dans le contexte de cette recherche-là, on parle d'un intérêt pour les sciences. Donc, ça implique généralement une interaction. Il y a des composantes avec des indicateurs cognitifs et affectifs aussi dans ce concept-là. Une personne peut être intéressée sans s'en rendre compte aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours conscient. Et ça suppose un engagement psychologique. Mais peut-être que ce qui est le plus important pour vous de savoir ce midi, c'est que quand on mesure l'intérêt, on distingue l'intérêt situationnel de l'intérêt individuel. Donc, un intérêt situationnel, c'est un intérêt qui est passager, qui va être très contextuel. Par exemple, je sors dehors, je ne suis pas nécessairement intéressé envers les sciences ou je ne suis pas nécessairement intéressé envers l'entomologie, mais je m'en vais dehors, puis là, j'ai un cours où on me demande de trouver des insectes. Je suis intéressé à ce cours-là. Ça ne veut pas dire que j'ai un intérêt individuel qui est pérenne, stable dans le temps pour l'entomologie, mais l'intérêt situationnel, c'est très passager par rapport à l'intérêt individuel. Puis dans le cadre de cette recherche-là, c'est l'intérêt situationnel qui nous a permis de collecter des données auprès des élèves. Qu'est-ce qu'on a voulu voir? Donc, on a voulu voir quels étaient les facteurs, comme disait la question de recherche, qui vont favoriser l'intérêt situationnel des élèves. Donc, parmi les facteurs qui ont été à l'étude, on a été assez concret dans la vie quotidienne des enseignants. On a étudié des facteurs qui peuvent vraiment, ultimement, aider les enseignants à prendre des décisions. Donc, le nombre de responsables. Est-ce que ça fait une différence si les enseignants sortent seuls ou accompagnés d'un technicien en travaux pratiques, par exemple, un TTP? Est-ce que les conditions météorologiques sont déterminantes dans l'intérêt des élèves par la suite? Est-ce que la discipline scientifique, parce que les cours de sciences au secondaire sont intégrés, donc on peut aller faire de l'astronomie, de la chimie, aller travailler la démarche scientifique, évidemment de la biologie. L'environnement d'apprentissage, est-ce qu'on est dans un boisé, une cour d'école, un parc, la voie publique, etc. Ensuite, selon le regroupement des élèves, est-ce que c'est plus efficace quand les élèves travaillent seuls, en équipe de 2, en groupe classe?
qu'est-ce qui est demandé aux élèves. Donc, on a demandé aux enseignants de nous dire qu'est-ce qui était demandé aux élèves. Est-ce que c'était d'aller écouter des explications? Est-ce que c'était d'écouter des consignes pour l'activité, de cerner un problème, d'émettre des hypothèses, collecter des échantillons, expérimenter, observer ou modéliser? Et évidemment, il pouvait avoir plus qu'une caractéristique, là. Il pouvait se passer plus qu'une chose dans un cours, mais c'était ce qu'on a ciblé. Ensuite, faire des choix, est-ce que les élèves avaient la possibilité de faire des choix ou si c'était très directif ce qui leur était demandé? Et la préparation des élèves aussi, est-ce que les élèves savaient bien ce qu'ils s'en allaient faire dehors ou s'ils apprenaient un peu en étant à l'extérieur? Donc, ce sont des variables qui ont été utilisées. Il y en aura quelques autres aussi qui vont être analysées. C'est une analyse qui est quand même assez complexe, mais ce sont des variables qui vont être présentées aujourd'hui. Donc, au niveau de la méthodologie, j'y vais rapidement. Là. On a recruté des enseignants du premier cycle du secondaire parce que, justement, il y a une problématique au niveau de l'intérêt là. Le programme du premier cycle aussi se déroule sur 2 ans, donc on voulait avoir juste un programme d'études. Ça nous permettait d'avoir des enseignants de secondaire 1 et 2. Et voilà, donc c'est pas mal les principales raisons pour lesquelles on a choisi ce programme-là. Qu'est-ce qu'on a demandé aux enseignants pour s'engager dans cette recherche-là? On leur a demandé de s'engager à sortir à l'extérieur de l'école pendant 5 cours, donc à 5 occasions pendant l'année, pour mener un cours dehors à proximité de l'école. Et les sorties devaient durer au moins 15 minutes, donc on voulait être certain qu'il y avait un certain minimum. Après ça, il était libre d'aller plus loin. Les cours devaient être en adéquation, devaient respecter le programme d'études. On ne voulait pas qu'ils sortent pour qu'ils sortent. Ça pouvait être parmi les 5 disciplines scientifiques qui sont nommées dans le programme. Ou la démarche scientifique, par contre, même si le cours s'appelle Sciences et technologies, on a exclu la technologie parce que, à un moment donné, la littérature scientifique est beaucoup en sciences et ce sont déjà ces disciplines-là ont leur propre didactique parfois, donc on a juste évacué la technologie. Donc, les enseignants devaient enseigner, comme je disais, au premier cycle du secondaire. On a fini par recruter 28 enseignants. Et peut-être juste avant que je vous présente les caractéristiques de ces enseignants-là, ce projet de recherche-là a beaucoup évolué. Au début, ça devait être une recherche-action peut-être plus collaborative avec 5 à 7 enseignants, mais quand on a commencé à faire le recrutement, on a eu un taux de participation souhaité qui était beaucoup plus élevé que ce qui était anticipé. Et j'ai malheureusement beaucoup de difficultés à dire non à des gens qui s'intéressent à un projet de recherche qui me tient à cœur. Donc, on a fini par avoir 28 enseignants qui étaient intéressés à participer au projet de recherche au mois d'août 2015. Donc, on a changé et la recherche est devenue plus quantitative. Il y a eu des entretiens et des volets qualitatifs, mais la méthodologie a évolué beaucoup en fonction finalement du nombre de participants qui ont manifesté leur intérêt. Donc, il y en avait 16 qui enseignaient dans une école publique, 12 au privé. Parmi eux autres, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des enseignants qui étaient plus qu'un dans une école. Donc, il y a eu 6 établissements pour lesquels il y avait 2 enseignants. Et il y a même eu une école où il y avait 3 enseignants qui participaient au projet. Donc, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permettait de voir aussi la dynamique qui peut se créer quand on n'est pas seul. Il y avait de l'expérience. Ce qui était aussi déterminant dans le choix de changer vers cette méthodologie-là, c'est qu'il y en avait peut-être la moitié qui avait de l'expérience dans l'enseignement des sciences dehors, mais il y en avait la moitié qui avaient envie de le faire puis qui se sont servis de ce projet de recherche-là pour commencer à le faire. Donc, évidemment, même si on fait une recherche, on a envie d'occasionner des changements dans les pratiques, d'aider. Donc, c'était pas vraiment possible pour moi là, de refuser. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on a eu une bonne diversité des enseignants au niveau du territoire occupé. Donc, on a eu autant un enseignant à Montréal avec une école typique comme on connaît à Montréal qu'un enseignant qui enseigne dans une école sur le bord du fleuve qui peut aller faire des activités là, assez différentes. Donc, on s'est ramassé donc, avec 28 enseignants. Je vous donne tout de suite des chiffres de fin d'année. Donc, au final, évidemment, c'était nos chiffres de départ. On a eu 26 enseignants au total qui ont fait des sorties. Il y en a 15 qui ont fait 4 ou 5 sorties pendant l'année. Donc, on a pu avoir des données là, collectées sur 243 sorties, ce qui est quand même assez important. On a eu 73 groupes d'élèves qui ont participé à cette recherche-là. Au total, on a eu presque 2000 élèves donc, qui ont rempli des questionnaires et donc, on avait, à la fin de chacune des sorties, je vais vous présenter un questionnaire qui était rempli sur l'intérêt pour la période qui venait de se passer pour essayer de voir c'est quoi les caractéristiques des sorties qui
étaient les plus intéressantes. Donc, on a eu au-dessus de 6000 questionnaires de remplis à travers toutes ces sorties-là. Donc, des données quand même assez intéressantes à analyser. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas vous les présenter, mais on a eu 21 ou 23, je pense, entretiens avec les enseignants aussi, des entretiens d'environ 45 minutes. Donc, ces données-là n'ont pas encore été analysées, mais c'est très, très riche par la suite pour interpréter tout ce qui ne se dit pas par des analyses quantitatives. Et il y a quelques mois, on a eu un entretien de groupe avec 10 d'entre eux. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter plus les données quantitatives. Avant de vous présenter le questionnaire, je vous donne... Il me reste combien de temps, Lucie? Je prends déjà beaucoup de temps. Il prend à peu près, si on prenait 7-8 minutes pour terminer. C'est bon. Donc, je vous donne des exemples de sorties qui ont été faites. Donc, un questionnement sur les îlots de chaleur urbains, un exemple d'activité qui a été faite. Il y en a d'autres qui ont été cueillir des légumes dans des jardins qui se sont servis de concepts de biologie. D'autres qui ont abordé des concepts plus en physique, de machines simples, qui ont été à l'extérieur pour voir comment on pouvait travailler avec les forces, des choses qui se font un peu moins à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ont été donc parler des roches sur le bord du fleuve. Évidemment, les roches, c'est un sujet qui est souvent peu aimé à l'intérieur avec de façon théorique des échantillons, mais quand on est vraiment en contact avec l'objet d'apprentissage, c'est une toute autre chose quand on va casser des roches directement. Il y en a d'autres donc qui ont pris des échantillons de sol pour les analyser, etc. Donc, ce sont tous des exemples de ce qu'il y a pu avoir. Ça ne sort pas comme c'est supposé d'habitude, mais c'est pas grave. Mais en gros, sans entrer dans tout le détail, c'était le questionnaire qu'on avait. On avait des systèmes qui mesuraient l'intérêt, la perception d'apprendre. Les élèves nous disaient dans ce questionnaire-là s'ils se sentaient préparés, s'il y avait eu à faire des choix. Et on a eu un questionnaire qui a eu un score là, de fidélité qui était très élevé, là, avec 0,885. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les systèmes variaient dans le même sens. Le questionnaire vérifiait bien ce qu'il devait vérifier. Et donc, pour vous présenter quelques résultats préliminaires qui commencent à susciter la discussion puis qui vont nous aider à mieux analyser les données aussi, parce que les données n'ont pas encore toutes été analysées, puis il y a plusieurs façons dont on pourrait analyser ces données-là, donc on est en train encore de réfléchir à quel angle on prend. Mais on a fait une première analyse où on a divisé les sorties en 3 groupes. Et on s'est dit, on va regarder, on a fait une analyse typologique où c'est un logiciel qui a fait tout ça, puis on a demandé, divise-nous en 3 groupes les sorties. Donc, on est arrivé avec le groupe des sorties qui ont été le plus appréciés, qui ont suscité le plus d'intérêt, donc celui dans le milieu, et les sorties qui ont suscité le moins d'intérêt chez les élèves. Donc, c'est la répartition qu'on a eue. On n'a pas fait une répartition égale, on a regroupé là, avec le logiciel. Si je vous présente maintenant, donc je vais vous présenter les facteurs d'intérêt. Donc, je vous ai présenté les facteurs qui pourraient agir, puis si on avait des différences ou pas. Donc, ici, par exemple, pour la durée de la sortie, on a voulu regarder s'il y avait une différence qui était statistiquement significative entre les 3 groupes quand on regardait juste la variable durée de la sortie. Donc, quand vous voyez un égal comme ça ici, ça veut dire que la durée de la sortie, selon la méthode d'analyse qu'on a utilisée, ne semble pas avoir été un facteur qui a permis de créer une distinction entre ces 3 groupes-là. Ce n'était pas une variable qui a contribué à faire une différence. Ensuite, le résultat qu'on a eu, qui était le plus fort jusqu'à maintenant au niveau des variables, c'est est-ce que les enseignants étaient seuls ou accompagnés. Donc, c'est ressorti vraiment très fort dans les résultats. Les groupes qui étaient le plus intéressés avaient en moyenne 1,85 adultes qui étaient présents. Donc, on présume que la majorité d'entre eux étaient accompagnés du technicien en travaux pratiques. Ceux qui étaient le moins intéressés, donc ces deux-là, il n'y avait pas de différence significative, mais avaient 1,37 et 1,33 adultes. Donc, si on est plus d'adultes dehors, ça semble être un premier facteur qui fait une différence pour aider à générer l'intérêt. J'imagine qu'on a plus d'interlocuteurs, etc. Donc, au niveau des conditions météorologiques aussi, ça s'est ressorti comme un facteur qui faisait une différence au niveau de l'intérêt. Donc, il y avait une différence significative entre les sorties les plus intéressantes et les autres. Donc, plus les conditions... En fait, ce qu'on a demandé aux enseignants, c'est les conditions météorologiques étaient-elles à tout égard favorables à la sortie. Donc, ils nous donnaient un score de 1 à 6. C'est ce qui explique le chiffre que vous voyez juste ici. Donc, ça aussi, ça semblait avoir un effet. Ensuite, les savoirs enseignés, donc
il y avait différents savoirs. Comme je disais, il n'y a eu aucune différence significative. Je commence un peu dans l'analyse des résultats. Quand j'ai vu ça, j'étais très déçu. Là, je me disais, bon, on aime toujours avoir des différences, mais je me disais, on ne pourra pas voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux à l'extérieur. Mais en fait, après, bien, quand on réfléchit à nos résultats, bien, on les voit autrement. Puis je me suis rendu compte que c'est probablement les meilleurs résultats qu'on pouvait avoir, dans le sens que ce que ça veut dire, selon moi, ici, c'est que ce n'est pas nécessairement ce qui était enseigné dehors qui faisait une différence. Donc, on n'a pas à se priver d'aller enseigner l'astronomie, la géologie ou la physique. Souvent, on pense à la biologie qui arrive numéro 1. Je m'attendais à peut-être voir ça en premier, mais finalement, j'étais content de voir qu'il n'y avait pas de différence, ce qui veut dire que un peu tout pourrait peut-être s'apprêter à enseigner à l'extérieur. Ensuite, même chose au niveau des environnements d'apprentissage. Donc, il n'y a aucune différence significative. Les enseignants pouvaient utiliser un peu ce qu'il y avait comme milieu autour de leur école, mais on n'a eu aucune différence significative. Donc, encore là, ça ne semble pas être un critère de dire, bien, il faut que tu aies un cours d'eau, puis là, tu vas vraiment intéresser tes élèves, ou de dire, ah, c'est un boisé, là, ça va vraiment t'aider. Encore là, bien, les enseignants qui ont choisi de sortir, évidemment, peut-être qu'à la base, ils sentaient qu'il y avait un bon terrain pour sortir, mais quand ils l'ont fait, c'est pas ce qui est ressorti comme le facteur le plus important. Ici, les élèves pouvaient être regroupés de plein de façons, dont en équipe de 2. Ce résultat-là, c'est peut-être le plus drôle. C'est celui qui est peut-être le plus surprenant un peu, mais apparemment que quand les élèves étaient en équipe de 2, les sorties scoraient moins intéressantes. Donc, il va falloir continuer à pousser un peu pourquoi, mais ça ne semble pas être un regroupement d'élèves intéressant. C'est ce qu'on peut conclure ici. Et ce qui est demandé aux élèves aussi n'était pas quelque chose qui est ressorti comme significatif au niveau de l'intérêt des élèves. Donc, encore une fois, le message que moi j'en comprends, c'est encore là, peu importe si vous allez faire de la modélisation, aller émettre des hypothèses, aller collecter des données, bien, on n'a pas nécessairement conseillé à la base des résultats de cette recherche-là d'aller dehors juste pour faire telle activité. Pour l'instant, bien, il n'y a rien qui nous permet de discriminer là, des activités qui sont moins intéressantes que d'autres. Je termine avec ces 2 résultats-là avant quelques éléments de discussion, puis discussion ensemble aussi. Donc, assez important aussi, comme résultat, on a voulu mesurer s'il y avait une corrélation entre l'intérêt des élèves et la perception d'apprendre. Donc, ici, on a eu une corrélation qui a scoré à 0,352. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est qu'il y avait une corrélation moyenne. C'est-à-dire que quand les élèves étaient intéressés, qu'il y avait la perception de pouvoir faire des choix à l'extérieur, ça semblait y avoir une corrélation moyenne. Donc, perception de faire des choix, on parle de prendre des décisions, quel échantillon, par exemple, on pourrait collecter plutôt que de se faire imposer. Mais, donc, on a une corrélation qui était moyenne. Sinon, au niveau de la perception d'avoir été préparé, je dis perception parce que c'est toujours selon le point de vue des élèves ici. Donc, on a eu un score de 0,390. Donc, si vous voyez là, le tableau en haut de comparaison, on reste encore avec une corrélation qui est moyenne entre l'intérêt et la perception d'avoir été préparé. Et finalement, ce score-là est quand même assez intéressant. Il y a eu des recherches déjà qui ont voulu étudier l'intérêt et les apprentissages. Et les élèves, donc on leur demandait, il y avait des items qui visaient à voir s'il y avait eu l'impression d'apprendre. Et on a eu une corrélation de 0,667, ce qui veut dire que quand les élèves étaient intéressés dans nos sorties, ils avaient l'impression aussi de façon assez forte d'apprendre, ce qui nous a rassurés parce que c'est quand même, bon, si on veut avoir une discussion, puis que ça, c'est pas là, dans le contexte scolaire, c'est problématique. Je vais aller un peu plus, je vais passer ces éléments-là juste pour vous parler des limites, puis une diapositive sur la discussion, puis après ça, je conclue ensemble. Donc, évidemment, au niveau des limites de cette recherche-là, bien, ce sont des perceptions qui ont été collectées des élèves. On a eu aussi des facteurs qui ont émergé au cours de la recherche. On n'a pas questionné, par exemple, les enseignants sur la gestion de classe, mais ça semble avoir été quelque chose qui a aussi été assez important dans les entretiens qu'on a eus à la fin de la recherche. Évidemment, les résultats ne sont pas généralisables. On a pris les enseignants qui voulaient participer à la recherche, puis de toute façon, ce n'est pas une situation qui est courante de sortir à l'extérieur pour enseigner les sciences. Donc, on ne voulait pas faire le portrait de la situation actuelle, on voulait vraiment commencer à réfléchir d'un point de vue plus concret, comment est-ce qu'on peut arrêter de cibler des problèmes, mais donner tranquillement des matières à réflexion sur comment on peut le faire. Et
évidemment, on est dans des mesures quantitatives aussi, beaucoup, qui nous donnent certains indicateurs. Donc, ce sont des résultats qui sont bien humblement présentés pour commencer à initier une discussion, puis d'autres recherches, mais je pense que ça nous donne quand même des indicateurs qui peuvent être matière à réflexion. Sinon, dans des éléments qui feront partie de la discussion, la qualité... Ah, je m'étais mis... Bon, c'est bon. Donc, la qualité de l'encadrement semble être un élément qui, quand même, est déterminant. Donc, est-ce qu'on a des gens qui nous accompagnent dehors? Comment on regroupe les élèves aussi? Est-ce qu'on prépare les élèves à la sortie? Ça semble être peut-être plus la qualité de l'encadrement des élèves, la préparation qu'ils ont à faire cette sortie-là, que qu'est-ce qu'on va faire dehors dans le cadre du cours de sciences qui est déterminant selon les résultats qu'on a eus. Comme on disait, le contenu et l'environnement d'apprentissage n'ont pas significativement influencé l'intérêt. La préparation des élèves et la possibilité de faire des choix ont été corrélées. Et heureusement, la perception d'apprendre est fortement liée à l'intérêt. Donc, en tout cas, au moins, ça ne met pas un frein sur continuer à faire des recherches dans ce domaine-là. Donc, ce sont des résultats qui sont quand même très humbles, dans le sens que même s'il y a eu beaucoup de participants, c'est un premier pas qu'on a fait tout le monde ensemble. Vous avez vu que ce n'est pas tous les enseignants qui ont réussi à faire les sorties, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés. Il y en a qui, jusqu'à la fin de l'année, pensaient faire leur première sortie, qui n'ont pas pu le faire. Heureusement, certains d'entre eux ont accepté de nous accorder un entretien quand même, parce que ça fait partie des résultats pour nous de savoir pourquoi, même si tu voulais aller dehors pendant toute l'année, tu as attendu au mois d'avril pour nous dire que tu ne voulais pas. Donc, il y avait une intention, mais qui était là. Donc, ce sera le tome 2 de résultats de la recherche qui seront peut-être plus présents quand on pourra analyser les entretiens et publier ces résultats-là. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a quelques éléments de discussion qui pourront être en continuité, en complémentarité avec ce qu'Émilie a présenté. Bien efficace.